Il est 6 heures du mat et on est de retour pour réveiller le BTP. Moi, c'est Nicolas Charton, communicant dans le bâtiment. Si l'écosystème du BTP, les méthodes de gestion de professionnels du bâtiment et le témoignage d'acteurs sur leur parcours et ceux qui les ont amenés à œuvrer sur le BTP t'intéressent, alors tu es au bon endroit. On va venir mettre en lumière différentes thématiques avec des experts du métier. Maintenant que tu en sais un peu plus, choisis ta boisson chaude préférée et profite de l'épisode qui va suivre. Bonjour à tous, on se retrouve pour un nouvel épisode de 6 heures du Bat. Ce matin, je reçois un autodidacte sur le rocher puisqu'on part à Monaco. Je reçois Jean-François Ariel. Salut Jean-François. Salut. Comment tu vas Jean-François? Bah, écoute, je vais très bien. Un peu stressé par le par le podcast, mais on va faire avec. Tu vas voir, on va passer une demi-heure super cool. Écoute, moi si je te reçois aujourd'hui, c'est parce que déjà on m'a recommandé ton profil comme quelqu'un qui était une personne pour réveiller le BTP et en plus ça nous permet d'aller, un peu au-delà des frontières franco-françaises. On va à Monaco, on va aller découvrir un peu le BTP à Monaco. Mais pour commencer, je vais te demander du coup de parler un peu de toi. D'où tu viens, ton parcours et comment tu es arrivé dans le BTP? Oula, grande histoire. Pour le contexte, donc moi je suis, 4e d'une, grande fratrie de 4 enfants et OK, je n'ai aucune relation avec l'entrepreneuriat. Souvent on est patron de père en fils et ben, ce n'est pas du tout mon cas. Comme quoi, OK, mes 3 frères et sœurs, travaillent tous dans la fonction publique et mes parents étaient tous les 2, avant leur retraite, fonctionnaires. OK. Comment je suis arrivé au BTP? C'est une très grande histoire. Depuis toujours, j'aime construire. Quand j'étais petit, je m'amusais à démonter, remonter tout ce que je trouvais, qui me tombait sous la main. J'aimais beaucoup travailler avec, les maçons ou les gens qui intervenaient, pour mon père et il y avait la facilité, tout était facile, en fait. C'était un des seuls, une des seules sphères où j'ai pas eu besoin de grand chose pour comprendre comment ça fonctionnait, de la maçonnerie à la charpente. Et OK. depuis tout petit, quand on me demandait qu'est-ce que je voulais faire quand je serais grand, je répétais continuellement que je voulais être prof de maths et menuisier. OK. Donc, j'avais dans l'optique de rentrer, dans le professorat pour, enseigner les mathématiques, qui est une matière que j'adore, et travailler OK. le bois. À la base, c'était plus la menuiserie. Voilà, Ouais, j'ai donc tu avais, suivi, pardon, excuse-moi. ouais, donc tu avais un profil, plutôt, bah, au quand même, avec une grosse appétence pour la partie scolaire quand même, parce que pour aimer les maths, faut quand même aimer beaucoup un peu l'école. Tu as fait quoi du coup comme, parcours, scolaire? Alors non, j'ai aimé la seule matière à laquelle j'étais bon et que j'ai toujours aimé, c'était les maths. Tout le reste autour, c'était OK. très compliqué. OK, Je OK. suis pas j'ai jamais été très bon à l'école. OK. Ma mère, qui était dans l'enseignement aussi, m'a un peu poussé à finir une filiale générale qui, à l'époque, était la filiale, que tout le monde, voulait faire. Ouais. Et j'ai eu mon bac S, au rattrapage, voilà, OK. tant bien que mal. Suite à ça, j'ai essayé la fac qui m'a pas du tout convenu parce que j'étais perdu dans des amphithéâtres avec des centaines d'élèves où il fallait être, concentré et j'étais pas capable. Et au bout OK. de 6 mois, ma mère l'a compris et m'a poussé vers un BTS, donc une filiale beaucoup plus technique, BTS charpente couverture, Ouais. que j'ai fait dans le Jura, OK. au fin Parce fond du que, trou un du monde. un truc hyper important qu'il faut préciser quand même parce que, bon, à Monaco, il y a quand même une population, bah, étrangère, il y a beaucoup de touristes et beaucoup de personnes qui vivent à Monaco qui ne sont pas monégasques, mais toi, tu es monégasque pure, Et pure souche surtout. Ouais, et ouais, du coup, tu as fait tes études, du coup, dans le Jura, loin du exactement. rocher et tes Loin du premiers pas du rocher. coup dans le bâtiment, c'est là, c'est ça? C'est ça, voilà. Alors après, à Monaco, quand on veut faire un minimum d'études, il faut sortir de la principauté. La Ouais, principauté a ce côté exigu de 2 km², ouais. qui t'offre pas toutes les voies possibles, en termes d'études. Mmh Donc mh, mmh. souvent, les monégasques font leurs études en France. OK. Et donc voilà, donc ça, c'est les premiers pas de Ouais, Jean-François dans le bâtiment. Aujourd'hui, exactement. tu es à la tête de d'EMC, donc l'entreprise Mmh. monégasque de charpente. Est-ce que Mmh. tu peux nous parler aussi du coup de cette deuxième partie de ton, arrivée sur le bâtiment? Parce que c'est un long process jusqu'à, la tête de Ouais, EMC et je suis sûr qu'il y a c'est ça. plein de choses à raconter, qui t'ont amené jusqu'ici. Beaucoup et c'est surtout une belle histoire, EMC parce que, heu
j'ai rencontré des gens qui m'ont poussé vers le haut et qui m'ont justement permis d'avoir cette place aujourd'hui. Et la vie étant fait de rencontres, j'ai eu la chance de rencontrer les bonnes personnes. Et ça, c'est vraiment une chance. C'est important de le préciser. Il y en a qui croient pas à la chance. Moi, je crois à la chance. Et j'ai eu, alors je l'ai saisi et je l'ai travaillé. Et ça n'a pas été sans mal, mais en tout cas, la chance, je pense qu'elle existe. Donc, sorti de mon Ok. BTS, je suis revenu habiter chez mes parents, puisque avec un BTS, on n'a pas forcément tout de suite un travail. Et j'ai ouvert les pages jaunes et j'ai regardé les entreprises de charpente couverture qu'il y avait à Monaco. Et à l'époque, il n'y en avait une seule. Ok. Et j'ai pris mon petit courage à deux mains et je suis allé me présenter là-bas avec mon petit CV qui était vide, puisque à part travailler chez les charpentiers l'été, j'avais pas vraiment d'expérience. Ouais. Et le propriétaire était aussi de nationalité monégasque. Ok. Et il avait une cinquantaine d'années et il commençait à réfléchir à céder l'entreprise. Et il m'a de suite ouvert la porte en disant, mais viens, euh, reprends les rênes, forme-toi et rachète-moi l'entreprise. Ah ouais, donc vraiment, il a cru, comme tu dis, il a cru en toi Ah dès le ouais, début. Tu de avais suite. à Alors, je peine. pense qu'au début, il y avait tout le côté filiation, nationalité, où Ouais, pour une fois qu'il y avait un monégasque, parce qu'on n'est pas nombreux, on est 11 000, donc ouais. il n'y a pas forcément beaucoup de gens qui ont cette acquaintance avec le métier manuel, ou tout du moins cette fibre. Et lui, il a Ok. senti entre la nationalité qui facilitait la vente et le côté fibre manuelle, il s'est dit, il faut y aller, quoi. Ok. Ouais, trop Voilà. bien. Et donc, du coup, c'est cette personne qui t'a vraiment fait passer un cap professionnel, du coup, qui Alors, t'a donné la chance. malheureusement, c'était beaucoup plus compliqué que ça. Ah, Lui avait un prix de vente en tête qui était des sommes assez importantes ouais. euh, pour ma situation. Ok. Et dans les premiers temps, je me suis déplacé seul à essayer de rencontrer les banques pour savoir dans quelle mesure je pouvais avoir un financement. Ok. Mes parents, comme je suis le quatrième de quatre enfants, ne pouvaient pas trop m'aider en termes de caution parce que, Ouais. parce que j'ai quatre enfants et que c'était des risques trop importants pour la famille, Mm. tout bêtement. Et à l'époque, j'étais handballeur amateur de bon Ok. niveau et je me suis fait les croisés au genou. Ok. Et je Ouais, me suis coup dur. retrouvé sur la table d'opération à droite d'un monsieur qui s'appelle monsieur Stéphane Garino, qui est Ok. aussi monégasque, comptable à Monaco, Ouais. et qui lui m'a pris complètement sous son aile et qui m'a aidé à trouver les financements, à trouver les cautions à travers des fonds de caution spécifiques aux monégasques. Et aujourd'hui, je dois 90% de ma réussite à ce monsieur. Ok. Et je pense que c'est la voix quand je parle de ça, c'est horrible. Ouais, Et c'est grâce du à ce c'est de monsieur, l'émotion. c'est vraiment quelqu'un alors lui, pour le coup, a vraiment cru en moi et a vraiment porté le projet avec moi. Et il m'a épaulé, il m'a accompagné dans les banques, il m'a accompagné dans les fonds de caution. On a réactivé un vieux fonds de caution spécifique au monégasque. Et il m'a aidé à monter le dossier en termes de financement. Et le propriétaire qui avait cru en moi a aussi joué sa partie en mettant une partie du financement en ce qu'on appelle crédit vendeur, c'est-à-dire que je Ok. payais petit à petit, je Ouais. rentrais, mais je payais petit à petit le solde de l'achat. Mm. Donc Ouais. ces deux personnes, entre Stéphane Yarino et Christophe Pilotis, ont été mon critère chance et que j'ai su saisir, mais qui m'ont énormément porté dans les premières années. Ouais, c'est un beau rebond parce que, ben, là, Ouais, si on reprend, tu quand même parti de tu débarques à Monaco dans une principauté donc où les métiers manuels sont pas forcément, bah, l'activité, principale, là où on retrouve le plus de personnes. Tu rencontres une première personne, donc Christophe, Pilotis du coup. Pilotis c'est ça. qui était le propriétaire d'EMC. Tu te fais les croiser donc, encore un semi, une embûche sur le parcours. C'est ça. Comme on dit, une embûche plutôt personnelle, moins professionnelle, mais du coup, qui t'amène à rencontrer la personne qui t'a amené à reprendre l'entreprise. Ça fait quoi du coup aujourd'hui de se dire, bah, quelques années après, j'ai repris la suite d'un de mes 2 mentors, une des 2 personnes qui a le plus compté pour moi professionnellement? C'est le mot me vient pas, mais c'est vraiment quelque chose et Stéphane Guerrino et monsieur Spiotti, je les vois toujours, hein. Ils sont toujours Ouais, là et dès que j'ai besoin, je me raccroche à Stéphane Guerrino qui, chaque fois que j'ai une embûche professionnelle, je l'appelle. Et aujourd'hui, c'est une satisfaction
de leur montrer et à mes parents aussi que je suis Ouais. arrivé à mener ma barque, depuis maintenant 22 ans. Donc c'est Ouais. pas voilà. Ouais, c'est pas anodin, il y a un parcours de filiation qui est assez fort et Ouais, c'est une fierté quand on est un peu autodidacte aussi sur exactement. cette activité Mmh. de se dire qu'on a pu gravir un peu, toutes ces étapes, mais jamais tout seul. C'est autodidacte, mais jamais seul. Exactement. Il faut savoir s'entourer et je pense qu'il faut s'appuyer sur son entourage et l'union fait la force et ça Ouais, ça a été la réussite de tout ça. Mais il y a aussi un autre critère, c'est-à-dire que quand moi je suis arrivé, donc moi j'avais le côté technique. ouais, Mon meilleur ami, qui est aujourd'hui le parrain de mes enfants, qui lui avait plus le côté financier, ouais, est venu me rejoindre dans la direction de MC OK, et apporter tout le côté comptable et rigoureux, administratif qu'une entreprise a besoin pour fonctionner aujourd'hui. Et il est devenu aujourd'hui associé, on est à quasiment 50-50. OK, Heu, c'est aussi cette partie-là où quand il est monté avec moi en direction, on était 4. Aujourd'hui, on est, 42. OK. Heu, donc on a fait une évolution et sans lui, pareil, sans lui, je suis pas sûr que je serais arrivé à faire ce qu'est l'entreprise aujourd'hui. Mmh, Et mmh c'est mh. vraiment cette union de personnes autour de moi qui m'ont porté, au bout du compte, j'ai le bon rôle. C'est-à-dire que j'ai aujourd'hui la chance de participer à ton émission, alors Ouais, que ça devrait pas être moi, ça devrait être eux qui devraient être, ouais. autour de ton C'est micro en expliquant le sujet et pourquoi ils m'ont porté et pourquoi ils ont cru en moi. c'est un peu là, j'avais introduit l'épisode avec, un autodidacte sur le rocher, mais on peut dire c'est seul avec du monde autour sur le rocher C'est ça, et exactement. OK et en parlant un peu plus, technique du coup, EMC c'est entreprise monégasque de couverture? Alors, à la base, notre marché, c'est plus la rénovation de couverture, c'est-à-dire pour les maisons individuelles, les particuliers, les syndics, parce qu'une toiture, ça a une durée de vie d'entre 30 et 40 ans, mais au bout d'un moment, il faut changer. La terre cuite qu'on Ouais, utilise, elle a fait son temps. Donc, historiquement, c'était ça notre fonds de commerce. Petit à petit, avec Thomas, on a essayé de développer différents secteurs, qui sont l'isolation par extérieur avec un bardage rapporté, toujours en bois. On a développé la charpente qui est mon corps de métier, à travers des belles structures, du type, toiture apparente, charpente apparente ou des beaux ouvrages et puis petit à petit, on s'est fait connaître. On a fait des petits chantiers et on a grandi et aujourd'hui, on a fait des chantiers qui sont, la Villa Carmela qu'on abordera peut-être sûrement après, ouais, bien mais sûr. qui sont, l'apothéose de 20 ans de travail acharné pour essayer de développer certains process qui n'existaient pas à Monaco. Ouais. Bah, d'ailleurs, c'est là-dessus que j'allais embrayer. Tu l'as dit aussi, Monaco, c'est 2 km², principalement urbain en plus. C'est quoi les prérogatives sur le rocher? C'est quoi les avantages et les inconvénients qu'on a à faire des chantiers là-dessus? Parce que du coup, quand tu es sur un territoire si réduit, il doit forcément y avoir des choses, qui sont différentes justement, de la métropole, par exemple. Ah ouais, c'est rien à voir. Le territoire est tellement exigu qu'en fait, la réussite d'une entreprise monégasque, c'est son adaptation et son organisation autour d'un chantier dans un milieu urbain. Ouais, Entre les réglementations, de sécurité, entre, la logistique chantier avec des petits véhicules, mettre des grues en place, où on peut travailler que de nuit pour éviter de gêner les circulations, Monaco et on est quand même un bassin, en termes un laboratoire au niveau, équipement. Déjà, il faut savoir, Monaco, c'est le mètre carré le plus cher, un des mètres carrés le plus cher vendus. De 2, on a ce côté évolution qui est constant, c'est-à-dire que quand vous venez à Monaco, il y a toujours des grues de partout, qui OK. permet de faire évoluer. On a cette volonté d'innover et de faire de la qualité. Donc en fait, tout cumulé, on a des réalisations qui sont absolument extraordinaires. Moi, j'ai fait des dômes en tuiles écailles, vertes émaillées qui donnent sur le port. Ouais, Entre la charpente et la couverture, ça a été, extraordinaire, quoi. C'est des et ça, on le voit qu'à Monaco. ouais. C'est donnant-donnant, c'est-à-dire que l'échange équivalent, on est dans un territoire exigu qui demande une organisation très pointue et millimétrique, mais inversement, on a accès à des chantiers qui sont en termes de réalisation et de création qui sont absolument extraordinaires. Ouais, tout est un peu décuplé, à la fois la partie moyen, à la fois la partie, adaptation et aussi, bah, la les contraintes du coup.
Parce que C'est ça, tu ça. évolues dans un périmètre qui évolue constamment, et puis qui bouge, quoi. Et puis tu as des Mmh. contraintes aussi, je pense, par exemple l'été, tu dois avoir du mal à faire du chantier parce que ça doit être tellement, réglementé en termes bah, déjà les travaux. Je sais qu'il y a pas mal de spots comme ça touristiques où, Mmh. l'été justement ils réduisent le nombre de travaux en interne pour, justement favoriser l'activité touristique qui est quand même la majorité du territoire. Est-ce que c'est des contraintes Exactement. aussi qu'il y a Mmh. sur le rocher? Bah, par exemple, toutes les réalisations sur le rocher même sont interdites au mois de juillet et nous, on évite carrément juillet, août, septembre, qui sont vraiment la OK. période touristique où il y a des gens qui se baladent dans les ruelles et où c'est quasiment Ouais. impossible de travailler. Mmh mh. Donc Ouais, donc tu travailles sur 9 mois, quoi. voilà, c'est ça et au mois d'août, c'est vraiment interdit. Tous les chantiers sont arrêtés à Monaco justement pour laisser, place Ouais. aux touristes. Et bah, tu vois, on va pouvoir parler justement d'un chantier. Tu l'as évoqué, la Villa Carmela, c'est un chantier atypique. Mmh. Je mettrai des liens dans la description pour que vous puissiez aussi aller voir un peu, l'état des lieux et puis, l'avancée du chantier. Moi, j'ai vu un article passer, la réalisation est folle. C'est un Ouais. projet super atypique. Mmh. Comment il est né ce projet? Et est-ce que tu peux nous donner un peu de détails sur, ce que ça comporte et qu'est-ce que vous y faites vous, toi et ton équipe? Bien sûr. Alors déjà, le gouvernement princier a eu l'intelligence, de pas lancer un appel d'offres de but en blanc sur une opération qui alors déjà, peut-être pour les auditeurs, Carmela, c'est un immeuble de 8 étages OK, où il est 100 en bois. OK, Il y a les fondations qui tiennent le talus derrière, qui permettent de stabiliser tout ça et qui est un demi étage et de là, on a monté 8 étages complètement en bois. OK. Qui est, en termes de hauteur, le 5e bâtiment européen, de ce type de construction et qui est assez astronomique à faire. C'est-à-dire qu'on a une ossature en bois et par le dessus, on vient rapporter des façades, tout en bois elles aussi. Ouais, c'est vertigineux un peu quand même, parce que monter, monter des étages, monter 8 étages avec une Ouais, ossature bois, mais surtout de la structure bois, 100 bois, ça doit être, pas mal de casse-tête. Tu dois te souvent t'arracher les cheveux aussi à te dire, comment on positionne tout ça, comment on organise tout ça. Hem, exactement. du coup, ça fonctionne étage par étage du coup? Tu es Étage par obligé étage. de Mais justement, l'intelligence du maître d'ouvrage public a été de donner ce chantier, ce qu'on appelle un dialogue compétitif. C'est-à-dire qu'on est arrivé en amont du projet, qui OK, était pas encore tout à fait ficelé et ils ont bénéficié de l'expérience et de l'expertise de l'entreprise pour justement finir de boucler la conception. Donc on fait partie de la conception et c'est ça qui est extraordinaire, c'est-à-dire qu'on a travaillé main dans la main avec les architectes et on a fait grandir et on a finalisé le projet tous ensemble. OK. Ce qui fait gagner du temps, c'était qu'en termes de réalisation pure et dure, on avait de l'avance et on avait des problématiques qu'on avait déjà anticipées en amont. Et donc ça te permet du coup, bah, déjà tu as dit un mot qui je pense va de mettre des étoiles dans les yeux de toute personne qui est sur chantier, anticipation et arriver en Ouais, amont. C'est des trucs, ça change la vie de quelqu'un qui réalise un chantier, je pense, d'arriver en amont et de pouvoir exactement. anticiper. Carmila, je l'ai pas réalisé seul parce qu'il faut Ouais, pas trop que je tire la couverture à moi. On l'a réalisé en groupant entreprise avec une entreprise qui s'appelle Simonin, qui est OK, dans le Jura et avec un certain Sébastien Roux, avec qui j'ai fait mes études justement et on s'est retrouvés sur ce projet-là. ouais, Simonin, c'est un des grands labellistes français, qui a apporté toute son expérience et son bureau d'études et son savoir et toutes les réalisations qu'il avait fait. Il a fait, par exemple, pour l'expo internationale, le pavillon de France. OK, ouais, Donc il avait toute l'expérience du label écolé et tout, donc il n'était pas ouais, seul, hein. ouais, bien sûr. Et la préfabrication parce qu'en fait, tout arrivait préfabriqué, c'était quasiment que de l'assemblage sur chantier, était fait OK, dans les usines de Simonin. Et c'est de là où je vous parlais d'organisation et d'anticipation. C'est-à-dire que dans la préfabrication, si tout n'est pas anticipé, on arrive sur chantier, c'est la catastrophe. ouais. Donc, il y avait un travail de synthèse. Ils parleront aux auditeurs sachant ce que c'est que la synthèse, Mmh qui mh, a, mmh. qui a été un gros, gros travail en amont, mais qui a permis de gagner du temps à la montée des tailles en bois. Ouais, et donc ça, c'est un chantier qui est achevé ou qui est encore en cours? Ah, il est encore en cours. On a OK, levé le dernier étage il y a un mois et demi. Et on est en train de réaliser ce qu'on appelle la 5e façade, c'est-à-dire que sur la toiture, on a des panneaux photovoltaïques et solaires OK, sur une charpente bois avec, toute une décoration qu'on est en train de réaliser en ce moment. ouais. Ouais, et donc ça, c'est un des bâtiments les plus hauts du coup de Monaco? C'est, Non, pas de Monaco, c'est en termes de sur ce type de bâtiment, quoi? ouais, voilà, de ce type de Ouais, bâtiment, c'est le seul, c'est le premier. OK.
Et c'est le 5e en termes de hauteur au niveau européen. Parce OK. qu'avec le bois, on a des contraintes au niveau des hauteurs. On Ouais. peut pas, par rapport aux normes européennes, monter trop haut pour des questions de stabilité. Et on est dans des étages les plus hauts là. OK. Et à la fin du projet, du coup, ça sera une villa, du coup, résidentielle? C'est un client, qui, du coup, va mettre à disposition de personnes, résidents? Non, c'est le client, c'est le gouvernement princier. OK, Et OK, c'est des immeubles qui vont être dédiés aux nationaux. OK, L'équivalent des HLM chez vous. Chez nous, on a cet OK, équivalent-là qui est que le gouvernement princier construit des immeubles qu'il loue aux monégasques pour qu'ils puissent résider dans leur pays. OK, bah, trop bien. Bah, c'est aussi Ouais, valorisant de pouvoir, participer à un chantier qui, va servir, du coup, les 11 000 personnes. Parce que c'est assez c'est ça. hallucinant de se dire ça, hein, mais Monaco, Ouais, c'est 2 km², 11 000 résidents, monégasques, quoi. 11 000 nationaux, ouais. C'est même pas l'équivalent de la petite ville où j'habite, actuellement en périphérie de Nantes, donc je trouve ça fou. Je trouve ça fou. Et du coup, trop bien, mais ça, c'est des projets en plus, tu vois, on parlait de filiation au début de cet échange, mais là, il y a encore un lien avec ton parcours puisque tu réalises ça quand même avec un camarade de promo de ton Mmh, BTS sur ton mmh, territoire à Monaco. Ça, c'est encore un truc, assez fou et mmh. assez incroyable sur ton parcours, Jean-François. Ah ouais, ça, Sébastien Roux, on s'était perdu de vue parce que lui avait continué dans des écoles d'ingénieurs et on s'est retrouvé un jour sur un salon et on a dit bah, pourquoi pas un jour on fera un chantier ensemble. Et puis de fil en aiguille, on a fait des petites opérations, des moyennes. On a fait la rénovation de la toiture de l'Ermitage avec lui. Ouais, Et puis petit à petit, on a créé un vrai lien. C'est quelqu'un d'extraordinaire que je conseille aussi d'ailleurs. Et au fur et à mesure, c'est devenu plus que c'était un ami, c'est devenu un partenaire avec qui on a ouais, fait des beaux chantiers sur la principauté. Et on espère, touche du bois, des futurs, puisqu'on est sur un appel d'offres aussi avec une réalisation en bois avec lui. ouais, trop bien. Donc, Ouais, tu vois, c'est un truc, bah, moi qui m'a aussi mis dedans, qui m'a vraiment piqué au secteur, bâtiment. C'est vraiment cet esprit de mmh, camaraderie aussi parce que tu te retrouves toujours à évoluer avec, des gens que tu croises sur ton parcours, que tu peux recroiser aussi quelques années après pour travailler aussi sur d'autres chantiers. Je trouve que ça, c'est beau et bah, c'est aussi valorisant humainement, je trouve, de pouvoir travailler avec des gens avec qui tu pu avoir une autre ouais, vie, quoi, je suis clairement. d'accord. Et puis c'est surtout que bâtir, c'est un travail d'équipe. Personne ne bâtit Ouais, seul et historiquement, depuis toujours, même si on fait référence aux pyramides, ils n'ont jamais travaillé seuls. Ça a ouais, toujours été des équipes assez extraordinaires. Et cet esprit d'équipe, moi, c'est ce qui m'a vraiment attiré dans le bâtiment, je pense. c'est clair. Et toi, du coup, en tant que bah, tu es clairement, on peut dire passionné, autodidacte et seul avec du monde autour dans le bâtiment. Si tu avais Mm. un message à transmettre, par exemple, à des jeunes qui se posent, la question de travailler dans le bâtiment, comme toi, tu as pu te poser la question, même si c'était un peu, ce que tu as toujours voulu faire quand même. Tu as quand même toujours voulu être, sur ce secteur. Qu'est-ce que ça serait le message, dans quelle voie tu les embarquerais? Quel serait ton message pour les embarquer avec toi dans cette aventure? Alors, si je vais me permettre, je vais faire le distinguo entre l'entrepreneuriat et le métier du bâtiment, OK. parce que c'est 2 métiers différents. Le métier Ouais, de chantier, bâtir, l'acte de bâtir, c'est quelque chose qui est extraordinaire. Et je pense qu'aujourd'hui, on ne fait pas passer le message aux jeunes. On a encore cette image du plombier qui vient à la maison avec sa sacoche pour réparer le robinet de la cuisine. ouais, Aujourd'hui, on est dans une technicité telle pointue avec des paramètres écologiques, des paramètres de rentabilité, que ça devient limite de l'informatique ouais. et des trucs tellement poussés que on a besoin d'ingénieurs pour travailler sur les chantiers aujourd'hui. Mmh, On mmh, n'est mmh mh. plus dans le maçon moyen avec sa pelle et sa truelle. Ouais. Et je pense que ce message-là, on le fait pas passer aux jeunes. Et il faut répéter aux jeunes que l'acte de bâtir, c'est le plus bel acte qu'il existe aujourd'hui, Mmh, mmh parce mh. que c'est quelque chose qui reste Ouais. et c'est pas quelque chose d'éphémère. Ça, c'est très, très important. Ouais, ça donne du sens aussi Ouais, aux actions, quoi. c'est ça. Le soir, quand on part, on a fait quelque chose. Ouais. Je dénigre pas les travaux intellectuels, c'est Non, pas ça que je dis, il y a mais besoin de tout le monde, mais c'est vrai que il y a besoin on de est tout le monde, c'est ça. souvent en quête de sens et tout, ou en quête de valeur dans ce qu'on fait. Donc là, clairement, on est sur quelque chose qui est tangible, qu'on peut voir et qui aura C'est pas ça. de mal à trouver son sens. Mmh. Alors par contre, le métier d'entrepreneur, Ouais, autre chose ça. heu, c'est autre chose, ouais. Ouais, à qui veut l'entendre? Alors je répète, moi je suis autodidacte et j'ai pas de liens familiaux qui m'ont permis d'avoir de l'expérience là-dedans et j'ai tout appris sur le terrain. C'est une belle histoire d'homme, faut l'entendre, mais c'est aussi beaucoup, beaucoup de contraintes et de stress, Ouais, continuel.
qui d'entre nous, qui n'est pas patron, entrepreneur, elle n'a pas des nuits blanches à savoir si demain on aura du boulot ou pas, ou qu'est-ce qu'on va devenir avec nos gars. Donc ça, il faut l'entendre. C'est une très belle aventure, mais il y a beaucoup de choses à porter qui sont pas faciles, surtout à Mmh. notre époque. Ouais, ouais. Gérer 42 personnes, avoir la responsabilité de 42 personnes de nourrir à la fin du mois, des fois, c'est un peu pesant. Ouais, bien sûr. Je Ouais, c'est pour moi, je pense que je peux demander à n'importe quel, entrepreneur aussi. J'ai tendance à dire que quand tu es entrepreneur, tu connais exactement le râle de la couleur de ton plafond parce qu'il y a des nuits où tu le fixes continuellement à te exactement, poser des c'est questions ça. donc du coup, mais ouais, ouais, C'est je exactement ça. j'entends ce que tu Et dis mais voilà. Mais à l'opposé, c'est une très belle histoire d'homme, ouais. avec des rencontres magnifiques et des projets qui sont souvent extraordinaires. Ouais, ouais, ça je te suis et en plus, bah, tu as cet exemple-là et puis toi tu oublies pas de le signaler, tu vois? Tu as été tout seul, enfin ça va être un peu le fil rouge de ce podcast, c'était seul avec du monde autour. On construit pas tout seul, mais par contre, bah, il faut des fois, savoir, compter sur soi et savoir avancer aussi, avec sa personne. Si, on avait à conclure cet épisode par une petite recommandation, parce que du coup, toi, tu as croisé beaucoup de monde sur ton parcours et moi, j'aime bien demander en fin d'épisode à mon invité, qui il aimerait voir, venir réveiller le BTP ici? Est-ce que tu as un nom en tête? J'ai un nom en tête qui fait partie de l'histoire. OK, Je précise que c'est important. Il y trop a des bien. fois dans une carrière où, on a des pics d'activité et où on se révèle et où, il y a des opportunités qu'on saisit, il y a des gens qu'on croise et j'ai eu la chance de croiser un certain, Fabien Deplanche de OK, l'entreprise Probat à Monaco, OK, qui a révélé, mon entreprise et m'a révélé moi sur beaucoup de sujets où j'avais pas confiance et je pense que cette personne-là, apporte aujourd'hui au BTP monégasque et je pense qu'il peut apporter à tous les gens qui entendent, ce podcast et qui est dans la même lignée que moi, OK. en termes d'idées et en termes de culture du bâtiment et de cet acte de bâtir, heu et c'est quelqu'un qui est très intéressant. OK. Je te le conseille. Trop bien. Bah, écoute, je le contacterai, avec plaisir et du coup, je mettrai aussi, donc vous trouvez dans la description de l'épisode, je mettrai des liens vers, du coup, les articles qui parlent, du coup, de la Villa Carmela pour, que vous puissiez voir un peu l'ampleur aussi du projet, comprendre un peu, ce que c'est que un 8 étages au bois, construction bois avec le préfabriqué, tous les détails qu'on a détaillés aussi et qu'on a expliqué un peu durant cet échange. Jean-François, c'était un plaisir de te recevoir ce matin pour réveiller le BTP. Vraiment, c'était une discussion, hyper inspirante, hyper enrichissante sur pas mal de sujets. J'espère que tu as passé un bon moment ici. Me raconter mon histoire, c'est sympa aussi. Ouais et puis ça permet moi j'aime bien aussi parce que ça permet des fois aux gens qui sont vraiment là bah, toi tu es entrepreneur plus tu gères, 42 personnes, ça permet aussi d'avoir, cet effet de recul, de voir ce qu'on a fait et puis c'est toujours valorisant aussi pour tous les métiers des bâtisseurs quoi, les gens Ouais, qui font sur le terrain, ça me fait plaisir de les mettre en avant. Merci beaucoup, c'est Jean-François gentil. Merci beaucoup. et on se retrouve très vite pour réveiller de nouveau le BTP. Si tu es arrivé jusqu'ici, merci beaucoup. C'était encore une bien belle occasion de réveiller le BTP. Tu peux d'ores et déjà transmettre de bonnes ondes à notre invité via les liens en description, en parler à tes collègues et sur ton chantier, et avant de passer au prochain épisode, si celui-ci t'a plu, n'oublie pas de t'abonner au podcast et à nous laisser 5 étoiles. Quant à nous, on se retrouve très vite pour réveiller de nouveau le BTP.